Le général Ossarès a attendu l'hiver de sa vie pour sortir de l'ombre. Le 26 novembre 2001, c'est sous le feu des projecteurs et des insultes qu'il monte vers ses juges. Tortureur et toi et tes amis, vous êtes des tortureurs. Il est là, Ben Midi. Hey, les bombes, c'est mieux là, que Ben les torturer. Midi. Vous avez torturé. J'ai pas honte de torturer. Ne poussez pas, s'il vous plaît. Certaines des personnes qui se pressent devant la salle d'audience voudraient un autre procès, celui des exécutions sommaires et des tortures pendant la guerre d'Algérie. Mais les crimes d'Ossarès sont amnistiés depuis longtemps. La justice lui reproche seulement de s'en être vanté dans un livre. L'ex-commandant O ne risque guère qu'une amende, et il le sait. Je crois qu'on a quand même un naturel provocateur. Oui. Je crains. Les gens de merde, les gens de merde. Faut dire que c'est... Le général Ossarès est le premier officier à donner des détails sur la torture employée pendant la bataille d'Alger en 1957. Mais si dans son livre il relate sans regret le sort réservé aux hommes du FLN, il ne fournit aucune précision sur les traitements réservés aux femmes. Les femmes arrêtées pendant la guerre d'Algérie étaient traitées de la même façon que les hommes, madame. Est-ce que ça veut dire qu'elles étaient torturées de la même manière que certains hommes ont pu être torturés? Certainement, madame. Les femmes étaient-elles violées au cours de ces interrogations? Jamais, madame, jamais. Le viol, un mot qui dérange. Peut-être le dernier tabou de la guerre d'Algérie. Louisette Irilaris porte dans son corps les séquelles de la bataille d'Alger. Entre deux vertèbres, elle a gardé une balle qui l'a fait encore souffrir et boiter. Blessée au cours d'une fusillade en septembre 57, elle n'a que 21 ans lorsqu'on l'a conduite au siège de la 10e division parachutiste à Alger. C'est là où on m'a transféré de l'hôpital quand j'étais grièvement blessée. On m'a plâtré et c'est là où résidait le siège du général Massu. Et là où Graziani, j'ai eu à subir ces actes. Louisette n'aime pas revenir sur ces lieux, car c'est ici que pendant près de 3 mois, elle est interrogée. Le capitaine Graziani, un homme qu'Ossarès a bien connu, veut qu'elle donne les noms des membres de son réseau. Louisette est agent de liaison pour le FLN, son nom de guerre est Lila. Toute sa famille est engagée dans la lutte pour l'indépendance. Sa mère, ses sœurs ont aussi été torturées. Plus que les coups, Louisette craint son père qui lui a dit « Je préfère te savoir morte » que parlant sous la torture. Alors, face à son tortionnaire, Lila se tait. Ça a commencé par des gifles, des coups de poing, et puis des grossièretés avec tous les noms d'oiseaux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, ça a commencé comme ça. Et puis après, monsieur a débordé. Il commettait l'innommable. Vous n'arrivez pas à mettre des mots là-dessus? Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Une femme, vous savez, c'est très... Une femme, le viol, c'est tout. D'une façon très, très violente. C'est tout. C'est beaucoup. Et c'est pour ça que je ne lui pardonnerai pas. C'est pour ça que je ne me pardonnerai pas à quelqu'un qui puisse humilier à ce point. C'est de l'humiliation, hein, c'est pire ça. Vous savez, à la limite, j'aurais préféré des tortures, enfin, j'aurais préféré la gégène, j'aurais préféré les bidoirs, j'aurais préféré, je ne sais pas, les coups, les insultes, les injures, les crachats, et puis les mots grossiers, là, enfin, je m'attendais à tout cela, mais pas au viol. Contrairement à ce que prétend Ossarès, il y a donc bien eu des viols dans les centres d'interrogatoire d'Alger, y compris à l'époque où il dirigeait en secret les services de renseignement de la ville. De l'autre côté de la Méditerranée, une deuxième femme, française, en témoigne. Annick Castel n'a pas accepté facilement de remuer ses souvenirs douloureux. Si elle parle,
C'est au nom de toutes celles qui en Algérie ne pourront jamais le faire. Annick Castel a eu 20 ans dans les Aurès. En 1954, elle accompagne son mari nommé instituteur dans la commune de Babar, à 200 km au sud de Constantine. André Castel est communiste. Il s'engage aux côtés du FLN. Annick, elle, n'est pas une militante. Pourtant, quelques jours après l'arrestation de son mari en juillet 1957, des parachutistes l'interpellent à Alger. Ils la conduisent à l'hôpital de Bir Traria, transformé en quartier général. Au bout de 3 semaines d'enfermement, un jeune soldat l'avertit que des parachutistes parlent de venir la violer. Ça faisait bien la 2e ou 3e fois qu'il était venu me prévenir. Et dans la nuit, effectivement, le tabouret a été renversé. Quelqu'un est entré, a plaqué un journal contre l'ampoule, et puis m'a menacé. J'ai essayé d'appeler, je savais que le dortoir des CRS était contigu à la pièce dans laquelle je me trouvais. Il m'a menacé encore plus. Il m'a dit, il m'a empêché de continuer à crier. Il m'a dit que si je continuais, tous ses camarades viendraient les uns après les autres. Et puis j'étais d'une extrême faiblesse après presque 3 semaines passées dans cette horreur. Et je n'avais pas de force suffisante, je ne pouvais pas me débattre davantage contre lui. Alors bêtement, je lui ai dit que j'étais mariée, que j'avais une petite fille. J'ai essayé, vraiment stupidement, d'essayer de faire en sorte qu'il ait un brin de conscience, de sentiment, comme si on pouvait arrêter ces gens. Et voilà. Puis après, il est reparti. Il est allé se vanter près des CRS. Et quelques minutes après, les CRS un ou deux CRS sont venus me voir. Je leur ai dit que je les avais appelés, ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien entendu. C'est à peu près le récit que je peux en faire. Vous avez revu le jeune parachutiste qui avait tenté de vous avertir? Non, jamais. Je ne l'ai jamais. Je croyais qu'il était venu vous voir le lendemain, non? Alors oui, si, on parle du lendemain. Le lendemain matin, effectivement, puisqu'on pouvait rentrer comme on voulait dans la pièce, donc lui aussi pouvait rentrer dans cette petite pièce. Le lendemain matin, j'ai eu peur, parce que je me suis dit, ça y est, c'est quelqu'un qui revient. Et en fait, il est revenu me trouver, presque en pleurant, en me disant, je sais ce qui s'est passé, je sais ce qui vous est arrivé. Et il m'a apporté un morceau de baguette, toute fraîche, avec du beurre. Et il pleurait presque. Les soldats français n'ont pas tous été des bourreaux. À l'instar de la torture, le viol n'a été le fait que d'une petite minorité. Henri Pouillot a été appelé en Algérie. Il a attendu 39 ans avant de raconter dans un livre son séjour à la Villa Susini, un centre d'interrogatoire d'Alger tristement célèbre. C'est l'un des seuls ouvrages à parler aussi explicitement des viols. Henri Pouillot estime avoir assisté à une centaine de viols en seulement 10 mois passés dans cette villa, de juin 61 à mars 62. Comment avez-vous fait pour éviter d'avoir, vous aussi, à faire comme les autres appelés et à violer les prisonnières? Sur ce plan-là, ça m'a été moins difficile de me mettre à l'écart des viols, parce que comme il y avait de la concurrence entre guillemets, j'allais dire, j'ai pu simplement expliquer que j'avais une amie en France, une fiancée qui m'attendait, que je ne voulais pas prendre de risques et pas lui être infidèle, etc. Et donc ça a été, j'ai pas eu trop de difficultés de faire accepter par les autres présents que je participais pas aux réjouissances dans ce domaine, quoi. C'était plus facile pour vous d'éviter le viol que d'éviter d'avoir à torturer. Pratiquer la torture, oui.
où j'ai moins été... On m'a jamais reproché pratiquement... Je me souviens pas qu'on m'ait reproché de ne pas avoir participé au viol. Par contre, on m'a à plusieurs reprises reproché de ne pas être assez efficace ou actif ou virulent dans la torture, quoi. 10 décembre 2001, le vol Paris-Alger affiche complet. Parmi les passagers, un homme anxieux. Henri Pouillot n'a pas remis les pieds en Algérie depuis le cessez-le-feu, il y a 40 ans. À notre demande, il a accepté de revenir à la villa Susini. Dans son souvenir, la villa est un joli palais de type mauresque. Aujourd'hui, c'est un bâtiment inoccupé, propriété de la présidence algérienne. Dans son souvenir, la villa abrite une grande salle, ornée de colonnes, de céramiques et de vitraux. Aujourd'hui, la villa est exactement telle qu'il nous l'avait décrite, comme si le temps s'y était arrêté. Ça n'a pas bougé, c'était cette grande salle où on avait nos quartiers de détente, en fait, ensemble, quoi, où on se détendait un peu avec quelques tables où on pouvait boire un coup de temps en temps, jouer aux cartes, etc. Le témoignage d'Henri Pouillot comporte d'étranges zones d'ombre. Il est notamment incapable de citer le nom d'un seul des appelés ou des gradés côtoyés pendant ces 10 mois. Ce qui nous apparaît clairement, c'est qu'il a bien connu cette villa pendant la guerre. Sans se tromper, il nous montre l'emplacement des anciennes chambrées. Sans faillir, il nous guide vers le sous-sol, là où se trouvaient les cellules et les salles de torture. Dans toute cette partie-là, on avait toutes les cellules, je sais pas, une vingtaine. D'ailleurs, c'était ces trucs-là qu'on voit plus ou moins qui restent là, qui étaient les limites de ces cellules qu'il y avait. Selon lui, ces cellules abritaient souvent des femmes jeunes, arrêtées sans motif, conduites à la villa dans le seul but de satisfaire les besoins sexuels de la troupe. Celles qui avaient été prises pour satisfaire les besoins sexuels des soldats, elles étaient emmenées d'ici dans les chambrées, et puis elles passaient d'un lit à l'autre au fur et à mesure, quoi. D'un lit à l'autre? Oui. Et vous avez été témoin de ça dans votre chambrée? Oui, tout à fait. C'est ce qui est un peu dramatique parce que les femmes qui, avec la culture musulmane et ce que ça représente, pour elles, d'être violées, c'est vraiment l'aspect terrible parce que si elle est vierge, ça veut dire qu'elle ne pourra plus se marier, et si elle était mariée, ça veut dire qu'elle va être répudiée. Donc c'est vraiment pour une femme qui a été violée, pratiquement son exclusion de la société civile par la suite, quoi. Selon Henri Pouillot, le viol était d'abord un moyen de défoulement, mais il fut aussi un instrument de la torture. Dans cette salle, il a assisté et même été contraint de participer à des séances d'une barbarie inouïe pour une femme. Elle est déshabillée parce que 9 fois sur 10, pour pas dire 99 fois sur 100, elle n'accepte pas d'être déshabillée seule. Donc ses vêtements lui sont arrachés en général. Elle est donc mise nue sur la table. Et elle est traitée de la même façon qu'un homme au point de vue coût, au point de vue électricité, etc. La différence, c'est que physique, c'est qu'il n'y a pas le pénis, etc. Donc les fils ne sont pas attachés de la même façon sur la femme que sur l'homme. Mais Les fils de la génératrice, hein? Pas des génératrices, les fils pris sur la prise de courant sont pas, donc ils sont attachés sur le sein, ils sont attachés sur le doigt, y compris introduits dans le vagin, etc. Donc c'est une première forme de viol. Tout à fait. Déjà, Sur le même ton neutre, façon rapport de police, Henri Pouillot continue à décrire les pratiques les plus sordides. Nous sommes surpris et même un peu choqués par son apparent manque d'émotion. Il faudra le bousculer pour qu'enfin il se découvre. Excusez-moi, mais on a l'impression que vous ne ressentez pas grand-chose. Excusez-moi, mais je suis totalement assommé. Au bout de 2 heures, la carapace craque d'un seul coup.
Henri Pouillot s'autorise enfin à pleurer et laisse remonter les images qu'il a vainement cherché à oublier. On le devine rongé par la culpabilité. Je m'en veux à moi-même dans une certaine mesure parce que j'ai pas été capable, j'ai pas pu, j'ai pas su, je sais pas comment le faire. Empêcher que ça se passe. Vous avez essayé d'enfouir ça très loin. Si en Algérie le viol a pu être utilisé comme technique d'interrogatoire, fut-il pour autant une pratique généralisée, institutionnalisée comme le fut l'emploi de la torture? Moi, je ne pense pas que le viol ait pu être organisé, planifié, décidé en haut lieu par la hiérarchie militaire. Je ne crois pas à ça. Je crois qu'il s'agit de phénomènes d'entraînement. Nous sommes dans les années 50, il ne faut pas oublier le contexte des années 50. Aujourd'hui, les mentalités se sont habituées au fait que le viol est considéré comme un crime. Aujourd'hui, dans les sociétés modernes, dans ce début du XXIe siècle, c'est quelque chose d'acquis. Je veux dire, le viol est très grave, c'est considéré comme un crime. Il y a 50 ans, ce n'était pas le cas, c'était beaucoup moins le cas. On est déjà on est encore plutôt dans une attitude, malheureusement, qui vise à considérer la possession d'une femme, comme une sorte de défoulement collectif, et beaucoup de jeunes soldats français qui arrivent en Algérie, qui y passent de longs mois. La durée du service militaire, il ne faut pas l'oublier, c'est 30 mois. C'est très long. Et donc, il y a non pas des décisions qui sont prises, non pas l'utilisation du viol comme une arme planifiée de guerre, mais l'utilisation du viol banalisée dans une culture de la vie quotidienne extraordinairement triste et solitaire. C'est sans doute au cours des opérations dites de pacification menées par l'armée française dans le Djebel, la montagne algérienne, que se sont commis le plus de viols. On n'en saura jamais le nombre exact, et sur ce point, l'ouverture des archives aux historiens n'apportera rien. Mais il est certain que la fouille des Mechta, ces hameaux perdus dans le Djebel, a provoqué de nombreux dérapages. Cette photo est l'un des très rares documents explicites. Elle a été remise par un appelé à la fin de la guerre au journaliste Jacques Duquesne. Ça s'est passé dans la région d'Aïn Beida, c'est dans le Constantinois. Et la dame qui est nue, la fille qui est nue sur cette photo, et qui est entourée de 2 soldats, il y en avait pas mal autour. Il y a eu plusieurs photos qui ont été faites de cette histoire, était soupçonnée d'être la compagne, la maîtresse, que sais-je, d'un patron de Katiba. Une Katiba, c'était une compagnie donc du FLN. Et elle a été livrée au harki, puis là, un certain nombre d'entre eux sont passés sur elle, comme il disait, et puis elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Bien loin du Djebel, à Chartres, nous avons retrouvé Jean Vuillet. En 1959, cet ancien professeur d'éducation physique a passé 6 mois dans un commando de chasse basé sur la presqu'île de Kolo, en Petite Kabylie. Lui veut témoigner de ce qu'il appelle, faute de mieux, la torture privée. Ces exactions commises contre les civils lors des opérations de ratissage ou pendant les évacuations de villages. Selon lui, nul ne pouvait ignorer les viols. Ceux commis pendant la fouille des maisons portaient même un nom, le viol à 4. 2 copains montent la garde, si vous voulez, aux 2 coins de la Mechta à l'extérieur. Le 3e tient les Algériens en respect dans le coin de la Mechta, les vieux, les enfants, et puis le 4e viole. Je souligne ici qu'il n'y a pas seulement violence pour la femme, mais qu'évidemment la violence pour les membres de la famille qui assistent au spectacle, et notamment les enfants, c'est assez horrible. Et puis, ça tourne. C'est ce qu'ils appellent le viol tournant. Donc, on change de poste. Voilà. Chaque soir, en secret, Jean Vuillet a noté dans un carnet les exactions commises par quelques gradés de son commando. En 6 mois, il a participé à 89 expéditions dans le Djebel. 20 fois, il écrit que des viols sont...
improbable, à 5 reprises, il est sûr qu'ils ont eu lieu. Les 2 adjudants qui commettent ces violences les commettent dans leur piole, qui est en dessous de la mienne. D'abord, on entend les cris des femmes dans leur chambre. Pourquoi je connais les détails? Parce que, à 3 reprises, à 4 reprises même, le lendemain, les adjudants, à table ou en d'autres circonstances, ils racontent, sans aucune retenue. Ils se vantent. C'est assez horrible, mais ils racontent. Mais rappelons-le, le viol n'était pas une pratique généralisée. Dans les unités où la hiérarchie fixait clairement l'interdit, il n'y avait pas de viol. Dans celles où il était toléré, le sentiment d'impunité a probablement joué un grand rôle. Les violeurs savaient que les femmes algériennes n'iraient pas porter plainte. Annick Castel a elle-même hésité à se tourner vers la justice, elle qui pourtant était française. Sa plainte, déposée contre le parachutiste qui l'avait violée, est l'une des seules à avoir abouti en avril 58 à un jugement. Le procès s'est tenu à Alger, en pleine guerre. Alors, je dois dire que c'était, dans mon souvenir, assez bref. Je crois aussi me souvenir que c'était plutôt moi l'accusé, pas lui. J'étais une femme de mauvaise mœurs, j'avais un mari communiste, je n'avais pas su m'occuper de ma fille que j'avais renvoyée en France. Enfin, c'était moi l'accusé. Malgré cela, le parachutiste fut condamné par la justice militaire à une peine de 2 ans de prison avec sursis. Qu'est-ce que vous avez ressenti en apprenant ce jugement? Je dois dire que ça me paraissait déjà tellement étonnant qu'il soit d'en être condamné. arrivé là, qu'il soit condamné, que quelque chose, qu'une plainte, en l'occurrence, peut-être pas la première, enfin en tout cas, certainement une des premières et une des rares, ait pu aboutir. Après la condamnation, c'était vraiment dérisoire, mais c'était le fait que, quand même, il y a eu quelque chose qui est su. La justice était passée. Voilà. Justice, c'est justement le nom qu'en arabe, Mohamed Garn a souhaité donner à son fils. Le 22 novembre 2001, au Palais de Justice de Paris, Mohamed a rendez-vous avec l'histoire. Son histoire qui se confond intimement avec celle de la guerre d'Algérie. Mohamed Garn est, selon sa propre expression, français par le crime. Il est né en Algérie le 9 avril 1960, né d'un viol collectif. Ce jour-là, la cour d'appel va lui accorder une pension et le statut de victime civile de guerre, une première juridique. Depuis 13 ans, je dis, ma mère a été violée, je suis un enfant du viol, tout le monde s'est caché, tout le monde a fait semblant de ne pas entendre, mais je me suis battu et je suis bien content d'être arrivé à ce combat. Disons que j'ai libéré la vérité, c'est ça? La vérité, lui-même l'a apprise sur le tard. Placé en orphelinat puis en famille d'accueil, Mohamed Garn n'a retrouvé sa vraie mère qu'en 88, à l'âge de 28 ans. Elle lui affirme qu'il est le fils d'un martyr, un combattant mort pendant la guerre. Il entreprend alors une procédure de reconnaissance en paternité. En 91, coup de théâtre, le tribunal algérien de Tiaret appelle sa mère à la barre. Ils m'ont dit, écoute, il faut dire la vérité à cet enfant, ce n'est pas le fils du martyr, alors il est le fils de qui? Et c'est là que ma mère tombe dans le tribunal et commence à crier par 3 fois, j'ai été violée. Par qui? Par des militaires français. Où? Dans un camp. Quelle année? 59. Et quoi vous dire, quand vous savez que votre mère a été violée, c'est comme si j'étais sur un ring et on me tapait dessus. Je ne savais pas, j'ai pas réagi. La seule réaction que j'ai faite, c'est que j'ai relevé ma mère. Que vous a-t-elle dit concernant sa grossesse? Elle a été frappée, elle a pris des coups. On a essayé de la faire avorter, de lui faire descendre cet enfant qu'elle avait dans son ventre.
vous dire, moi j'étais pas présent, mais moi ce que je vais vous dire, c'est que j'ai les séquelles de ces coups. J'ai toujours ressenti depuis mon enfance, j'ai ressenti que j'ai reçu des coups, mais je ne savais pas d'où venaient ces coups. C'est au fur et à mesure que je découvrais ma vie que j'ai compris pourquoi tous ces coups que je les recevais, et personne ne m'a compris dans mon enfance, ni mes parents adoptifs, ni l'assistance publique, ni personne, parce que j'ai toujours été un enfant qui n'a pas réussi dans ses études, qui n'a pas réussi dans l'environnement familial. J'ai toujours été un enfant à problème. Avec l'aide de notre assistant algérien, nous sommes partis à la recherche de Khaira Garn, la mère de Mohamed. Pour toute adresse, nous avons cette information étrange. Elle vit parmi les tombes d'un cimetière sur les hauteurs d'Alger. Une petite fille nous indique la Maison Blanche avec une porte rouge. Nous n'entendrons que sa voix. Méfiante, elle refuse d'ouvrir sa porte. Nous demandons alors l'aide d'un voisin, car Khaira n'est pas la seule habitante sur pied de ce cimetière. Une vingtaine de familles a trouvé refuge ici, crise du logement oblige. L'homme qui nous guide connaît Khaira depuis de nombreuses années. Les gens pensent qu'elle est agressive. Non, loin de là. Vous l'avez déjà rencontrée? Jamais. C'est dommage. Non, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est une grande dame. Voilà, je vais vous dire en toute français, c'est une grande dame. Voilà. Vous voulez lui dire qu'on veut la rencontrer? Je veux bien, mais... je veux bien. Comme tous ses voisins, M. Wadan a appris avec stupeur en 88 que Khaira avait eu un enfant à l'âge de 16 ans. Elle n'en avait jamais parlé à personne. خيرة عطي خيرة قالت لك ولكن يعني فرحانة بوليدك نعم elle est très contente de son fils. C'est sa chair en elle-même, c'est son histoire tout simplement. Nous n'apercevrons Khaira Garn que de loin. Grande, vêtue de bleu, elle échange des victuailles avec ses voisins. Mohamed Garn aurait voulu qu'elle quitte ce cimetière, mais elle a toujours refusé. Tout juste a-t-il pu lui construire cette maisonnette à l'emplacement de la grotte où elle vivait quand il l'a retrouvée. Après le procès, je lui avais dit, maman, il faut que tu sortes d'ici, il ne faut pas que tu restes là, il faut que tu vives avec les gens à l'extérieur. Elle m'a dit, écoute, si tu veux que vraiment on reste, qu'il y ait des contacts entre toi et moi, ne me fais pas vivre avec les vivants, fais-moi vivre avec les morts. Pourquoi ? Elle me dit que les morts ne m'ont pas fait de mal, mais les vivants m'ont fait du mal. Combien de femmes ont été violées pendant la guerre? Combien d'enfants sont nés de ces crimes? Nul n'a vraiment cherché à le savoir. Dans la société algérienne, le viol fait figure de tabou des tabous. Les femmes abusées pendant la guerre ont été doublement victimes. Victimes de viol, mais aussi victimes de censure. On leur a interdit de raconter ce qu'elles avaient vécu. Louisette Irilarise entend encore les paroles de sa mère. Elle a remarqué qu'il y avait des traces, il y avait des cicatrices. Et c'est là où elle m'a dit, dis Fifi, ils ont abusé de toi. Là j'ai remarqué, j'ai presque... J'étais très triste. J'ai dit, maman, s'il te plaît, je n'ai pas pu. C'est-à-dire, je n'ai pas pu essayer d'arrêter cela. J'ai dit, maman, tu sais, ça a été très dur, maman. Bon, elle a réfléchi un bon coup. On m'a dit après, bon. Mais ne répète jamais, ne donne jamais de détails. Qu'est-ce que ça veut dire ce bon? Bon, ben, tu es vivante, enfin, moi je l'ai interprété comme cela. Parce qu'elle aurait préféré ne pas, que je ne sois pas, malgré l'adoration qu'elle portait en moi, elle n'acceptait pas cette humiliation, maman. Le plus souvent, ce sont les hommes qui ont confisqué la parole des femmes. Pour un Algérien, le viol reste un crime impardonnable. Nous avons demandé à ces deux anciens combattants du FLN
de nous expliquer pourquoi. Le fait que sa femme est passée sous 2 ou 3 ou 4 ou 10 militaires, hein, il ne pourra plus la rejoindre. Jamais, 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 il pourra continuer à vivre avec elle. Il y a des gars qui sont devenus fous. D'ailleurs, ils existent toujours. On en a ici à Alger, il y en a 4 ou 5 qui sont toujours vivants, qui sont toujours fous, qui se sont jamais remariés et qui ont abandonné leurs femmes et leurs enfants. Il y en a qui sont partis en France, il y en a qui sont partis à l'étranger, qui y vivent toujours. Mais on ne peut pas pardonner ça, puisque la femme, elle est victime, c'est une victime... Une double victime. Et ça ne peut pas se pardonner, ça ne peut pas s'oublier. C'est votre dignité. C'est des foyers brisés. C'est inadmissible. Il y a l'honneur de toute une famille, l'honneur de... Tout peut se réparer sauf l'honneur. L'honneur ne peut pas se réparer. Pourquoi vous brisez le tabou? Aujourd'hui, j'en ai marre. J'en ai marre de pleurer. J'en ai marre de... Le poids était très, très, très lourd. Et je souhaiterais pas... Je souhaite que mes enfants, ils le connaissent. Maintenant, ils savent comment j'ai été torturée que l'année dernière. Hein. C'est tout. Ma fille, très peinée. Quant à mon fils, peiné intérieurement, mais il n'a pas accepté. Il m'a dit, maman, pourquoi tu as parlé? S'il te plaît, pourquoi? Donc il n'a pas accepté. À la fin de la guerre, le tabou du viol a franchi la Méditerranée. Les soldats qui s'étaient livrés à ce type d'agression n'allaient pas s'en vanter. Les témoins ont tenté d'oublier. Et si aujourd'hui en France on commence à parler un peu plus librement de la torture et des exécutions sommaires, le tabou sur la pratique du viol en Algérie reste puissant, peut-être parce qu'il a trait à l'intime. Je pense que c'est pas qu'on en était plus honteux que des meurtres, mais c'est parce que s'il n'est pas certain que dans le meurtre, ceux qui les commettaient éprouvaient de la jouissance, dans le viol, c'est certain. Et que de parler du plaisir sexuel pris dans ces conditions était extrêmement difficile, et le reste. Novembre 2001. À l'aéroport de Roissy, Louisette est accueillie par sa sœur. Ça va les enfants, ça va Thomas? Ça va, ça va. Pourquoi tu pleures? Elle vient en France pour le procès du général Ossarès, où elle est citée comme témoin. Le jour de l'audience, nous lui fixons rendez-vous dans un café situé en face du palais de justice. Lorsque nous arrivons, Louisette paraît bouleversée. À une table voisine, elle vient d'apercevoir le profil du général Ossarès. J'ai cru qu'il allait se jeter sur moi. Louisette n'a jamais été confrontée directement à Paul Ossarès. Elle dit l'avoir aperçu une fois en juin 57 dans une rue d'Alger. Elle avait pris la fuite car elle vivait déjà en clandestinité. Louisette Irilaris patientera de longues heures dans la salle réservée aux témoins avant d'être appelée par le tribunal. Son témoignage sur la torture restera mesuré, comme si elle évitait de donner certains détails. À la barre, comme dans la vie, Louisette parlera sans haine, sans esprit de vengeance. Je voulais passer, enfin, pas passer l'éponge, mais essayer d'adoucir un petit peu mon témoignage, parce qu'il est très dur finalement. Est-ce que vous avez malgré tout évoqué le viol devant ce tribunal français? Tout à fait, qui m'a fait d'une façon rapide. Je voulais pas trop insister, dans la mesure où c'est un projet où il faut apaiser, il faut pas s'affronter. Je cherche par tous les moyens, pas à oublier, mais à tourner la page. Devant la Villa Susini, un appelé français, une victime algérienne, un combattant du FLN se rejoignent.
Ces trois-là savent qu'une guerre n'est jamais propre et qu'en Algérie, la barbarie exista des deux côtés. Merci d'être venu ici. L'ignominie de certains actes du FLN ne saurait justifier les viols, les tortures commises par certains Français en Algérie. Les vérités que l'on tait deviennent vénéneuses, disait un philosophe. Permettre aux hommes, devenus bourreaux malgré eux, de soulager leur conscience, libérer la parole des femmes victimes de viols, ce n'est pas raviver la haine. C'est au contraire une façon de tourner ensemble la page d'une sale histoire.